de suite, on attaque avec un débat, un dialogue, un duo structurant, voire une réflexion existentielle. Et l'idée est de réfléchir sur le modèle de société souhaitable, envisageable, nécessaire, fondamental, qui va nous guider dans tous les choix que l'on va faire dans cette société. Donc pour nous aider à penser, j'appelle tout de suite Cécile Duflot, s'il vous plaît, directrice générale de l'ONG Oxfam France, qui a par le passé... Merci de l'applaudir en effet. Par le passé, fait une carrière politique chez les Verts. Et puis Luc Ferry, professeur et philosophe essayiste, qui a par le passé été un ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Merci à vous tous de les applaudir et bienvenue à vous deux. Je suis absolument ravie qu'on puisse commencer à échanger ensemble. Alors, on va poser les choses. Aujourd'hui, l'homme moderne que nous sommes tous qu'on se retrouve à une sorte de carrefour. À droite, on continue, on fonce, on croit toujours. Vous n'aimez pas cette chaise? Ah non, je la déteste. Oui. Il la déteste. On peut rester debout. Non, et non, puis ça, à gauche... je ne pas vous tourner le dos. Et puis à gauche... Voilà. Voulez-vous mettre tous les deux ensemble et moi toute seule? Ça me gêne pas. Non, non, je crois que ça va. Vous pouvez vous rapprocher. Hein. Allez, peur. il a déjà choisi son camp, vous voyez. Donc à droite, par rapport à notre carrefour, à droite, on fonce, on continue toujours, on croit toujours. Et puis à gauche, on arrête tout. Alors, croître ou ne pas croître, that's the question. C'est la question pendant une petite heure qu'on va partager ensemble. Je vais poser plein de questions, évidemment. Si vous avez envie d'en poser, vous n'hésitez pas, vous me le dites. Et puis, on va chercher un micro et vous pouvez aussi échanger. Ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus fructueux, c'est évident. Croître ou ne pas croître, il y a donc ce mot de décroissance. La décroissance, je voudrais qu'on pose d'abord le mot, qui est plus qu'un mot, qui est quelque chose qui peut fâcher parfois, qui est un concept qui est assez connoté. Est-ce que pour vous, on lance comme ça le sujet, le débat, est-ce que c'est le retour à la bougie, c'est le modèle Amish, comme dirait Emmanuel Macron, ou en fait c'est autre chose? Cécile Duflot. C'est évidemment autre chose. Mais c'est pas anecdotique qu'on essaye de le caricaturer. D'ailleurs, on voit bien que quand on pose la question croître ou ne pas croître, sans aller dans des similitudes, on se dit monter c'est bien, croître c'est bien, grandir c'est bien, le contraire c'est mal. En gros, on se place souvent, et on a souvent placé ce débat-là sous un angle très moral. En plus, quand on résume le mot croissance, on le résume implicitement à la question de la croissance du produit intérieur brut. Cette mesure de notre bien-être est quand même une mesure très limitée. Je rappelle que l'accident d'AZF, c'est de la croissance du PIB. Les accidents de la route, c'est du PIB. Donc on voit bien que déjà on peut s'interroger sur la pertinence du thermomètre. Mais ensuite, la question fondamentale, c'est qu'aujourd'hui, la croissance du produit intérieur brut repose sur une consommation d'énergie et de ressources naturelles. Est-ce que continuer dans cette pente-là est compatible avec la limitation des émissions de gaz à effet de serre, qui est un impératif si nous voulons garder un climat compatible avec la vie de l'espèce humaine? Je le redis, le sujet n'est pas du tout de sauver la planète. La planète, elle a vécu avec les dinosaures, sans les dinosaures. Elle vit avec les humains qui sont adaptés à ce climat. Elle pourrait tout à fait vivre avec plus 5 degrés sans l'espèce humaine. La planète n'aura aucun sujet. Donc le sujet, c'est de sauver l'homme. Le sujet, c'est l'humanité. Et c'est l'humanité qui est aujourd'hui mise en danger. Donc est-ce qu'on a un modèle qui permet de décroître, faire décroître pour le coup nos émissions de gaz à effet de serre de 9,7% par an, sans penser un autre modèle économique? Aucun économiste ne prétend que ce soit possible. Donc c'est ça la question, c'est de dire est-ce qu'il est possible de travailler sur un modèle différent, un modèle plus intense en emploi, un modèle basé sur le réemploi, un modèle qui simplement nous permet de garder un climat vivable. En fait, l'enjeu, il est là. Et c'était un débat plus difficile il y a 20 ans. Il se trouve que ce que disaient les écologistes, et notamment ce que disait le GIEC dans son premier rapport en 1990, c'est aujourd'hui sous notre nez, dans la réalité. Donc, ne pas vouloir cette discussion-là et ne pas essayer de travailler sur ce sujet, c'est quand même, là, maintenant, se mettre dans une situation extrêmement dangereuse sur un plan très pratique, des méga-feux. Et je ne suis pas alarmiste, moi. Je pense qu'on peut agir. C'est pour ça que je suis là. C'est que je ne fais pas partie des écologistes qui croient ni à l'effondrement, ni à la nécessité de vivre tous mal. Je pense au contraire que pour vivre mieux, il faut que nous changions notre système économique et la façon dont nous consommons énergie et ressources naturelles. On va continuer à penser à ces questions d'alternatives. Mais alors, Luc Ferry, par rapport à ce que vient de dire Cécile Duflot, est-ce que vous envisagez un même virage ? Non, je pense qu'il y a une autre solution que la décroissance. D'ailleurs, j'observe une chose toute bête mais factuelle, c'est que
Sur les 193 pays de l'ONU, il n'y en a pas un seul qui plaide pour la décroissance, pas un seul. Et regardez ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines ou dans les 3 derniers mois. Toute la presse, sans aucune exception de Libération jusqu'au Figaro à Valeurs Actuelles, a salué le retour de la croissance en disant c'est formidable, très bon chiffre, on a 6 points de croissance, 7 points de croissance, ça va recréer des emplois et tout le monde a applaudi. Et donc j'ai eu ce débat avec Yves Cochet, qui en effet pas sur la même position que vous, puisque lui est effondriste. Il a écrit un livre très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle « Devant l'effondrement » en 2019, et dans lequel la première phrase est la suivante. La fin du monde tel que nous le connaissons est possible en 2020, probable en 2025, certaine en 2030. Pourquoi il dit ça, Yves Cochet? Et j'ai eu plusieurs fois ce débat avec lui. Il dit ça parce que la décroissance est invendable, personne n'en veut. La décroissance, c'est la pauvreté. Invendable, le mot est bien trouvé, hein, justement, quand on parle de je vous lis le texte de Cochet, le débat qu'on a eu, parce que c'est très intéressant. Et c'est intéressant de l'écouter, parce que c'est un militant de la décroissance, évidemment. Ce n'est pas un anti-décroissant, c'est un pro-décroissance, mais il pense que la décroissance, il faudra l'organiser après la catastrophe, parce qu'avant, personne n'en veut. Encore une fois, pas un seul pays démocratique, et même d'ailleurs antidémocratique, ne veut de la décroissance. Voilà ce que dit Yves Cochet. Écoutez ça, ça vaut la peine. C'est le meilleur argument, à mon avis. Lui qui est donc effondriste, hein, vous dites. Il est effondriste et mais pour la décroissance. Argument, mais il pense qu'on organisera la décroissance après la catastrophe, pas avant. Parce qu'encore une fois, démocratiquement, c'est pas vendable. Voilà ce qu'il dit. Je ne crois pas que le changement vers la décroissance puisse résulter. Je lui pose la question, comment tu vends la décroissance? Je lui dis, il répond ça. Je ne crois pas que le changement puisse résulter du fait que je me présente aux élections en mettant au programme la décroissance, en proposant une réforme, un projet de loi. Cela ne se passera pas comme ça. Il faut que se produise une vraie catastrophe humaine pour que nous entrions dans la décroissance. C'est malheureusement ce qui risque d'arriver. Mon ami Jean Gadret, un économiste qui a décrit dans un livre La fin de la croissance, imagine que l'on pourra projeter un modèle de décroissance joyeuse et de sobriété prospère qui donnera envie aux gens d'adhérer au projet de la décroissance. On promouvra les biens immatériels, l'amour, Mozart, plutôt que les biens matériels. C'est un projet sympathique, mais ça n'est pas ainsi que les choses se passent en politique. En même temps, quand on entend Fabien Roussel ces derniers temps, on entend bien qu'il y a quand même une volonté de créer quelque chose de plus joyeux, même quand on est... oui, enfin, je vous rappelle qu'il est à 3%. Donc, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, quand même. Et donc, il est à 3%. Donc, voilà, alors, il peut dire ce qu'il veut à 3%, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça n'engage à rien. Et donc, et d'ailleurs, Yannick Jadot, qui n'est pas décroissant, lui est à 5%, ce qui n'engage pas non plus à grand-chose. Donc, là, quand pourquoi la décroissance ne va pas et qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, puisque tout le monde est écologiste aujourd'hui. Donc au moins il y a quelque chose qui nous relie, c'est par exemple l'économie circulaire. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer si pas la décroissance? Pourquoi il dit la décroissance est invendable? Il faut quand même l'expliquer en 2 secondes, et puis après peut-être qu'on parlera des projets. Qu'est-ce qu'on peut proposer? On va y arriver après. Non, après je vais vous répondre quand même. Oui. Je trouve que je ne suis pas Yves Cochet, mais, non, mais je peux essayer. Yves Cochet, il n'est pas idiot. Mais il est effondriste. Il est catastrophiste, il pense que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquent les théoriciens de la décroissance, il y en a 2 en France notamment qui sont intéressants, Serge Latouche et puis Jean-Marc Jancovici, qui est probablement le plus capé, le plus intelligent, le plus sérieux dans polytechnicien, et travaille beaucoup sur la question de l'énergie et sur le fait que la croissance bouffe de l'énergie. Bon, avec lequel, d'ailleurs, juste petite incise, la Fédération des travaux publics a beaucoup travaillé, puisque on va discuter ensemble ce matin, et je suis ravi que ce soit avec Cécile Duflot, et donc ça me va très bien aussi. Que dit-il? Il dit, voilà, il faut être sérieux. La décroissance, ce sera, comme le dit Serge Latouche, diviser par 2 ou par 3 le revenu des Français. Il écrit très exactement. J'ai le texte sous les yeux, hein, je ne dis pas de bêtises. Il dit il faudra se serrer la ceinture, même les smicards. Est-ce que vous imaginez un gouvernement qui aujourd'hui annonce que les smicards vont se serrer la ceinture? Et deuxième point, voilà ce qu'il dit, c'est quand même assez intéressant. Il faut réduire la population. Je m'arrête là, mais c'est quand même intéressant. Il écrit tout ça, il l'écrit en 2019. Attends, 2 secondes. Il faut quand même que les gens comprennent de quoi on parle. Il dit, voilà, il faut réduire la population. Il dit ça en 2020 dans un entretien accordé à Socialité, à la revue de la décroissance. Dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnablement indolore, ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades. Par exemple, plus de greffe d'organes pour les personnes de plus de 65 ans. Attendez, j'en ai 71, donc je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc là, comment voulez-vous vendre ça? C'est pas vendable.
Voilà, donc il faut trouver autre chose, et moi je vous proposerai quelque chose de tout à fait différent de la décroissance. On va revenir au sujet de l'écomodernisme. Peut-être juste une réaction à ce qui vient d'être dit, Cécile Duflot. Et puis ensuite, j'aimerais, puisque quand même vous pouvez apporter en dehors d'un regard blanc ou noir, un autre éclairage et revenir un peu sur l'historique, sur quand est-ce qu'on commence à avoir cette conscience de la décroissance. Parce que ça permet aussi d'éclairer la pensée. C'est aussi intéressant d'aller sur le champ de la pensée et pas que sur de l'argument frontal. Alors, il se trouve que quand le niveau de débat que vient d'introduire Luc Ferry, pour moi, ça date un peu quand même. Hein. Ça date d'il y a 20 ans. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, Yves Cochet fait partie de ces écologistes qui, sur le fond, ont eu raison, c'est-à-dire sur l'ère de la crise écologique, ce qui aboutit, puisqu'il a sensiblement votre âge, à une position, je pense, assez désespérée, qui aboutit à cette façon de penser, en fait, les humains n'y arriveront pas, sauf à une catastrophe. Ça aboutit du côté inverse chez vous, Monsieur Ferry, à cette idée que c'est n'importe quoi, à prendre un micro-exemple, à prendre une citation en disant « parce que machin a dit ça ». Vous savez, moi, j'ai pas de problème avec Yves Cochet, il se trouve qu'il disait déjà un certain nombre de choses intelligentes, notamment le fait qu'il fallait lancer la grève du 3e ventre et interdire aux femmes d'avoir plus de 2 enfants, face à moi qui étais enceinte de mon 4e enfant et de 7 mois et demi. Donc il se trouve que je sais que cette espèce de confrontation, les écologistes radicaux versus ceux qui disent que c'est des débiles, c'est un truc que j'ai vécu il y a 20 ans, mais pour être très franche avec vous, ça ne m'intéresse plus. De la même manière que ne m'intéresse plus de débattre de la réalité du changement climatique. La question est de savoir si on organise une réduction planifiée de l'utilisation de l'énergie et des ressources, parce que c'est ça l'enjeu. Parce que, et vous ne serez plus là pour faire ce débat, mais en revanche, vos filles, les miennes, tous vos enfants seront là, ils auront intérêt d'être sacrément armés pour faire face à une situation qui sera une situation extrêmement difficile, et pas dans 50 ans, dans 20 ans. Et ce ne sera pas l'effondrement du monde ni l'explosion de la planète, ce sera des situations de sécheresse extrême réitérées chaque année, et ça posera des questions à vos professions, enfin, tout ce qui est calculé aujourd'hui, notamment, je parle face à des spécialistes de réseau. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Val-de-Marne, je ne parle même pas du Bangladesh, du Val-de-Marne. Quand vous avez 800 mm de pluie qui tombent en quelques minutes, c'est-à-dire un régime tropical, aucun réseau construit dans l'espace tempéré qui est le nôtre, n'a été dimensionné pour accueillir des pluies tropicales. Qu'est-ce que ça fait? Des inondations. Ça s'est passé en Allemagne, etc. Donc tout notre système, même, j'allais dire, de réseau, notre système de vie, n'est pas dimensionné pour les événements climatiques que nous allons vivre. Ça, c'est le premier point. Donc, indépendamment de la nécessité de réduire nos émissions de GES, il va falloir se poser un certain nombre de questions sur ce qu'on appelle l'adaptation et l'adaptabilité. Et je le dis, pour le coup, c'était plus difficile il y a 20 ans, parce que vous aviez des rapports d'experts et vous pouviez dire, bah non, c'est pas vrai. Et à l'époque, vous auriez dit, c'est pas vrai. Maintenant, on sait une chose, 1, c'est vrai. 2, ça risque d'être encore plus grave. 3, même si on réduit massivement nos émissions de gaz à effet de serre, de toute façon, on n'évitera pas 1,5 degré, voire 2 degrés, et ça a des impacts sur nos modes de vie. Et donc la question, ça ne va pas être de baisser le salaire des smicards, la question, ça va être de comment faire pour que la forêt des Landes ne s'embrase pas. Alors, ça va être de comment faire pour que la forêt du Morvan, qui est en train de mourir parce que c'est une forêt essentiellement de conifères et qui ne supporte plus la sécheresse, et qu'au bout de 3 ans de sécheresse, les résines meurent, c'est ça la réalité. Donc ce dont je vous parle, c'est pas ni d'un souhait, et par ailleurs, je ne suis candidate à aucune élection, et je suis toujours, la vie me l'a appris, extrêmement pondérée sur le fait que les sondages donnent une vision de la réalité du plan qu'il faut mettre en œuvre. Donc, je dis simplement, et je le dis à des professionnels, et c'est pour ça que je suis heureuse d'être devant vous, ces questions-là, elles vont se poser. Elles se posent déjà, comme elles se posent aux agriculteurs. Le débat qui a lieu sur le maintien d'une agriculture conventionnelle très irriguée, y compris dans des zones gavées normalement d'eau comme les Deux-Sèvres, c'est une question actuelle. La question de sauver un certain nombre de cépages dans le sud-ouest, c'est une question actuelle, c'est pas une question théorique, c'est une question actuelle. Donc le scénario qui me semble le plus raisonnable, et ce que nous défendons à Oxfam, ça n'est ni la croissance ni la décroissance, je vous invite à les regarder, parce que ce mot-là, il a été inventé à une époque pour essayer d'être provoquant, de la même manière. Alors justement, il a été inventé, voilà. Je me permets juste, il a été inventé en 1870, en même temps que l'industrialisation. C'est-à-dire que la question, de se poser la question de la décroissance, est-ce que c'est pas de fait juste connexe au fait de vouloir croître? Est-ce que philosophiquement, il n'y a pas quelque chose qui se pose dès le départ? Ensuite, il y a une conscience plus grande dès 1972. Mais la question est de qu'est-ce qu'on fait croître et qu'est-ce qu'on fait décroître? Est-ce que c'est extrêmement bon pour nous-mêmes, par exemple, de devoir jeter des appareils parce qu'ils ont été fabriqués pour ne pas pouvoir être réparés? Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est bon pour notre climat? Non. Simplement, on est dans une logique productiviste où on préfère rendre obsolète un certain nombre de nos appareils plutôt que pouvoir les réparer. Vous savez, on a même inventé aux États-Unis
des tracteurs qui sont pilotés par des cartes informatiques et que ces cartes informatiques peuvent être commandées à distance pour rendre obligatoire une réparabilité par les fabricants de ces tracteurs. Simplement pour pas rendre possible le fait de pouvoir réparer ces machines soi-même. Donc c'est ce système-là. Et pourquoi on est arrivé là, et ensuite je m'arrête, c'est parce qu'on est dans une logique où justement il faut essayer de vendre toujours plus, de produire toujours plus, pas de répondre à des besoins et d'essayer de trouver des solutions, mais de dire il faut faire davantage de réalisations qui pour certaines d'entre elles, n'apportent pas forcément un bénéfice. Et donc il faut se dire, est-ce qu'on fait tenir notre système économique dans une limite basse, le centre d'un cercle, si vous voulez, qui est le plancher social, et contenir à l'extérieur ce mode de développement dans un plafond environnemental qui est celui où on se préoccupe de la soutenabilité du modèle et notamment de ne pas trop consommer de ressources naturelles fossiles et en particulier de l'énergie. Luc Ferry, vous voulez répondre plutôt sur, justement, façon, sur ce modèle de sobriété ou alors sur la question de la conscience, quand est-ce qu'elle s'éveille? Non, mais le but n'est pas de se mettre d'accord, c'est d'exposer deux argumentations. C'est de nourrir tout le monde, en effet, d'autant que par rapport à ce que disait Cécile Duflot, par rapport à tout le travail qui est engagé par le secteur, justement, sur comment s'adapter à l'évolution des enjeux de la planète, il est évident que tout ce que vous dites forcément résonne sur le travail engagé aujourd'hui. Sur le diagnostic, il n'y a pas de désaccord. Je ne suis pas Claude Allègre, sur le réchauffement climatique, même la droite aujourd'hui a fini par être écologiste. Donc c'est pas sur le diagnostic, sur la question de la biodiversité, sur la question de la biomasse, tout ça, on est évidemment d'accord. Le problème est de savoir comment on fait pour répondre à cette crise écologique, comment on y arrive. Est-ce que c'est par la décroissance ou par un peu de décroissance ou moyennement, ou par la sobriété, ou est-ce que c'est au contraire par une société d'hypercroissance, hyper-technologique, ce que je pense. Je pense qu'il n'y a aucune solution possible de la crise du réchauffement climatique sans passer par des hyper technologies. On passe par l'innovation, c'est l'éco-modernisme. Bien sûr. C'est pas seulement l'éco-modernisme, c'est pas ça. Alors, pardon, là, vous contredire, mais vous pouvez y aller voir vous-même. Là, je vous donne, c'est mon côté vieux prof, un exercice de lecture. Un des 3 plus grands économistes français à mes yeux, qui s'appelle Éric Chanet, C-H-A-N-E-Y. Je vous conseille de le lire. Il a écrit un petit article que vous trouverez très facilement sur Google, tout bêtement. Enfin, c'est dans une revue un peu compliquée à trouver, mais vous le trouvez sur Google. Il est en accès libre. Ça s'appelle « Critique de la raison décroissantiste ». Et cet économiste extrêmement intelligent, très sérieux, montre que, contrairement à ce que disent la plupart des écologistes aujourd'hui, les 3 points cruciaux, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et l'épuisement des matières premières non renouvelables, émissions de GES, consommation d'énergie, matières premières non renouvelables, ça baisse considérablement dans les pays de l'OCDE et aux États-Unis depuis 20 ans, alors que la croissance a considérablement augmenté. Je vous cite le texte parce que c'est vraiment le point le plus important. Et après, il faut comprendre pourquoi, comment ça marche. Dans le plus énergivore des grands pays, les États-Unis, la consommation d'énergie par tête a baissé de 15% au cours des 20 dernières années, alors que le PIB américain par habitant augmentait de 25%. Donc la baisse est possible, y compris dans une société de croissance. Pourquoi c'est possible dans une société de croissance? Je lis encore. C'est possible grâce aux nouvelles technologies, évidemment. Alors qu'aux États-Unis, la consommation d'énergie était pratiquement stable entre 2000 et 2009, ce qui implique une forte baisse par habitant, elle baissait de 5,6% dans l'Union européenne et de façon spectaculaire aux États-Unis, moins 19%, et en France, moins 12%, notamment en France grâce au nucléaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la baisse des 3 pôles de dévastation de la planète, gaz à effet de serre, consommation d'énergie non renouvelable, et puis évidemment consommation d'énergie tout court, c'est possible avec la croissance, c'est compatible avec la croissance, pourvu qu'on développe des technologies hyper sophistiquées, par exemple en France, évidemment, le nucléaire associé à l'électrification aussi bien des cuisines que des usines. Donc moi, je dis simplement la chose suivante. Dans la tradition, dans le projet éco-moderniste, qui sur le diagnostic est totalement d'accord avec ce que dit Cécile Duflot, donc complètement d'accord avec ce que disent Aurélien Barraud ou Serge Latouche ou Yves Cochet, c'est pas sur le diagnostic qu'il y a un désaccord. Et donc l'idée est la suivante, c'est que 3 idées, je vous indique très rapidement, que je trouve géniales et qui sont à l'opposé de la décroissance. Première idée, le découplage. Je vous donne un chiffre qui est fascinant. Aujourd'hui, 4 milliards, vous savez qu'on est 8 milliards sur Terre,
On est 8 milliards de terriens. 4 milliards de terriens vivent sur 3% du territoire de la planète. Ça s'appelle les villes. Si nous arrivions même seulement à 10% du territoire de la planète, on pourrait, c'est l'idée, recréer 90% de la planète serait une réserve sauvage d'absorption des gaz à effet de serre, de recréation de la biodiversité et de la biomasse. Ça ne veut pas dire que les humains ne pourraient pas y aller, mais ça veut dire que ce serait exclu de l'industrie polluante. La deuxième idée, c'est le recyclage. Le recyclage, aujourd'hui, on est très loin d'avoir compris ce que c'est. Vous, dans les travaux publics, vous avez compris ce que c'est. Vous êtes à quoi, 70% ou 80% de recyclage aujourd'hui? Remarquable. Le BTP, presque pareil, pas très loin. Je suis intervenu 2 fois en juin auprès du BTP. J'ai vu ces merveilleuses machines qui cassent les blocs de béton une fois qu'on a détruit un immeuble, par exemple, pour en reconstruire un autre, et les aimants qui bouffent les métaux qui sont dans le béton, tout ça. Donc les innovations existent. Les applications sont en cours. Le slogan des écomodernistes, écoutez, il est assez intéressant, c'est « La nature n'a pas de poubelle ». Ça paraît bête, mais c'est très profond. Il n'y a pas de poubelle dans la nature. La notion de déchet ou de nuisible n'existe pas dans la nature. Automobile, que je connais bien, puisque mon père fabriquait des voitures de course. Aujourd'hui, c'est idiot. Il y a 5 aciers dans une voiture aujourd'hui. On recycle tout ensemble. C'est absurde. Il faut que les voitures soient construites pour être désassemblées en fin de parcours, pour que tout puisse être recyclé. Voilà. Ça, c'est des idées intelligentes. Et puis, troisième point, au lieu de faire de l'écologie punitive et de dire aux chefs d'entreprise, on va vous punir, vous allez gagner moins d'argent, en recyclant, on gagne de l'argent, évidemment. Donc, je ne veux pas développer ça, je le développe dans mon livre, mais ces 3 idées-là, c'est l'alternative à la décroissance. C'est l'autre possibilité que la décroissance. Cécile Duflot, justement, par rapport à ces 2 modèles, je rebondis juste un instant. Pardon. Oui, mais si j'étais taquine, je reprends juste ce que vient de dire Luc Ferry sur le recyclage, avec lequel je suis d'accord. Si, c'est la décroissance des activités minières. Si on arrive à réutiliser l'intégralité des matériaux de construction et à reconstruire avec ce qui est déjà utilisé, on fait totalement décroître les activités minières. Ah si, c'est évident. C'est pas de la décroissance. Si. mais je suis sûre que vous allez arriver à vous entendre. Non, mais c'est pour ça que on économise, mais c'est pas de la décroissance. Évidemment, c'est-à-dire que ceux qui extraient des cailloux dans les rivières, je pense que c'est une erreur avec laquelle il faut essayer de rompre le maximum, eux, ils vont trouver totalement même que c'est la récession. C'est-à-dire qu'ils vont trouver du jour au lendemain qu'ils n'ont plus de marché. Donc c'est là où vous comprenez qu'en fait, en vous arc-boutant sur ce terme-là, vous passez à côté. Il y a une partie de ce que dit Luc Ferry qui est juste. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce modèle-là, c'est un modèle où c'est planifié. C'est-à-dire qu'on dit quel est l'horizon, on dit vers quoi il faut tendre, on travaille à avoir une documentation de la même manière que vous avez des comptes sur vos avoirs financiers, vous avez le même reporting sur les questions écologiques avec des horizons qui sont donnés. Et c'est pour ça que moi, le terme de décroissance, j'ai pas du tout envie de me bagarrer là-dessus parce que je pense que ça renvoie quand même à des choses très psychologiques et donc le débat ne m'intéresse pas. Le seul débat qui m'intéresse, c'est comment on construit cet horizon planifié où on diminue la consommation des ressources naturelles. Parce alors justement, ce qui est là aussi intéressant, juste un chiffre après qu'on regarde ensemble et qu'on commente. Non mais ça vous permettra de rebondir dessus. Je voudrais juste qu'on regarde un chiffre justement sur la question de la consommation des ressources. Si vous pouvez l'afficher, qu'est-ce qu'on voit? En 1972, c'était en décembre, le moment où on passait le cap et où on consommait plus de ressources que celles dont on disposait sur l'année. En 2021, c'est en juillet. C'est-à-dire que par rapport à la tendance dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, on a beau avoir d'une certaine façon une conscience qui s'éveille, puisque vous le dites vous-même, même les hommes de droite où chacun finalement s'accorde sur le constat, mais dans les faits, dans les consommations des ressources aujourd'hui, il reste quand même une tendance qui ne va pas dans le bon sens encore. Non. Vous confondez, excusez-moi, 2 choses complètement différentes. Dites-moi. Ce qui se passe en Inde et en Chine, l'Inde et la Chine, c'est 3 milliards d'individus, avec des technologies qui sont extrêmement faibles et archaïques. Et donc là, ce que j'indiquais comme chiffres, les chiffres d'Éric Chanet, que je vous inquiète tout à l'heure, c'est dans les pays hyper sophistiqués, hyper technologiques que sont les États-Unis. Non, mais moi, les chiffres que je vous donne, c'est la réalité, c'est pas des projections, c'est ce qui se passe. Non, mais moi, je vous parle des chiffres de l'Europe de l'Ouest et des États-Unis. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces pays-là de haute technologie, la croissance est possible avec une décroissance. Dans ce cas-là, je vais parler comme Cécile.
facile, Duflo, avec une décroissance comprenne bien. des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'énergie et de la consommation de matières premières non renouvelables. D'accord, mais mais c'est si évidemment, tout le monde- c'est uniquement dans les pays D'accord, super sophistiqués. alors je Et pas reprends du un tout en chiffre Inde et en Chine, français, si tout le ni en monde Russie, consommait, si tout le monde Et consommait le comme pire, c'est les la Français, Turquie. il faudrait 2,9 planètes Terre pour subvenir aux besoins de Mais l'humanité. écoutez, enfin, C'est pas Éric Chanet, parce que je le connaissais non, mais pas. j'ai pulvérisé cette idée absurde d'empreinte écologique, de jour du dépassement. Enfin, il n'y a plus personne de sérieux n'y croit. Qu'est-ce que c'est que le... Pourquoi Parce que moi, j'y Bah, croyais. je vous explique. Pourtant, je suis Excusez-moi, mais c'est vraiment, c'est le truc, c'est l'imposture intellectuelle la plus massive des 40 dernières années, cette histoire d'empreinte écologique et de jour du dépassement. Parce que ce qu'on appelle le jour du dépassement, je peux vous donner le texte exact, le jour du dépassement, c'est le moment où la consommation de produits fabriqués par la Terre, si je puis dire, est dépassée. Et aussi la question du recyclage des déchets. Et donc, ce que nous disent... On a consommé plus de ressources qu'on en a produit. Qu'on peut en produire, que la Terre peut produire et que la Terre peut recycler. Et donc, chaque année, vous avez partout dans la presse, on a dépassé le jour du dépassement. C'est-à-dire, maintenant, on vit à crédit, la Terre ne peut plus produire, etc. Bon, évidemment, ce que montre, par exemple, Sylvie Brunel, qui est notre grande géographe, qui est prof à la Sorbonne, c'est pas un handicap non plus, quand même, qui a écrit un très bon livre là-dessus, c'est une blague, c'est une plaisanterie. Non, mais parce pourquoi Je vous explique pourquoi. Parce pourquoi on calcule ce que la Terre peut produire par hectare. Vous voyez l'idée? Mais c'est un raisonnement qui date du XVIIIe siècle. Ce qu'on peut produire par hectare aujourd'hui, ça dépend des technologies qu'on utilise. Pour vous donner un exemple, je pourrais en donner 1000 autres, mais vous pouvez produire, par exemple, moi j'ai visité l'autre jour de la production de tomates hors sol. La production de tomates hors sol, c'est 0 hectare quasiment, c'est juste une fabrique. Vous visitez un élevage de porc en Hollande, c'est 0 hectare quasiment, c'est même pas un demi-hectare. Donc, vous fabriquez, par exemple, on peut aujourd'hui avec des cellules souches fabriquer en laboratoire aussi bien des protéines de légumes ou des protéines animales, absolument nourrir la planète entière sans utiliser plus d'un hectare. Donc la production de la terre par hectare dépend à 1000% des technologies qu'on utilise. On n'est pas au Moyen-Âge. Vous voyez, donc c'est un raisonnement qui est complètement absurde. Donc il vaut évidemment pour l'Inde ou pour la Chine, mais il ne vaut pas pour les pays industrialisés d'hypertechnologie qui ont fait la révolution agricole qu'on connaît. Il n'y a rien, à part les dentistes, rien n'a progressé plus sur le plan technologique que l'agriculture dans les pays européens, dans les pays développés. Et donc évidemment, la production par hectare n'est pas la même quand vous avez des technologies hyper performantes et puis quand vous êtes au XVIIIe siècle, comme c'est le cas en Chine ou en Inde. Vous voyez, donc ce raisonnement est absurde. Alors évidemment, il est vrai pour l'ensemble de la planète, mais il ne tient pas compte du fait que dans les pays de technologie avancée, industrialisée, qu'on fait la révolution verte, c'est totalement faux. Vous voyez, vous comprenez ça? Oui, très bien, je comprends très bien. Oui. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est la façon dont on se positionne face au progrès. Vous, Cécile Duflo, parce que... non, mais c'est vrai, non ? C'est vrai, il y a de ça aussi, Cécile Duflo. Non, mais d'abord, je trouve ça étonnant de dire que la Chine n'est pas un pays ni industriel ni technologique. Mais bon, je vous laisse. Moi, je connais la Chine vraiment bien. Je vais vous balader dans les campagnes chinoises. Vous êtes au XIIe siècle. Bien. Donc, je pense que vraiment, il faut essayer d'être un peu réaliste, en fait, et un peu conscient de la réalité des enjeux. La réalité du dérèglement climatique et la réalité de ce qu'il est possible de faire, ce qui nous est possible de faire, et que plus on planifie une réponse en amont, plus on donne un horizon, y compris aux acteurs économiques, parce que les entreprises ont une grosse responsabilité, plus les choses se passent bien. C'est ça le principe en fait de la transition écologique, c'est de dire nous sommes dans un système insoutenable. Alors oui, nous consommons bien plus que ce que la Terre peut régénérer. Il ne s'agit pas seulement du secteur agricole. Il s'agit que quand on brûle du pétrole qui a mis des milliards et des milliards et des milliards d'années à se constituer, il n'y a pas de substitut au pétrole. Il y a aujourd'hui, c'est pour ça que l'horizon du développement des énergies renouvelables, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il y a des énergies, une qu'on a du mal à capter, l'énergie solaire encore aujourd'hui, c'est 40 000 fois ce que la Terre consomme, l'énergie solaire. C'est quand même très dommage, pour le coup, en termes d'horizon technologique, qu'on n'arrive pas à capturer cette énergie qui, pour le coup, est devant nous pendant, là aussi, des milliers et des milliers d'années. Donc, utiliser cette énergie, à la fois pour qu'elle puisse, pour la capturer, la transformer en autre énergie, y compris en électricité, mais aussi, par exemple, pour voir à quel point elle peut être un outil
chauffage naturel des bâtiments, en réfléchissant à d'autres manières de construire. C'est plutôt ça le scénario que je défends, qu'un scénario où on attend un miracle technologique. Mais quand je vous écoute, Monsieur Ferry, j'ai l'impression que parfois ça relève de la foi. C'est-à-dire que c'est pas possible d'écouter... C'est déjà là. C'est déjà là. Tout ce que je décris là est déjà là. Oui, mais enfin, je veux dire, des tomates en serre, ça a un bilan écologique qui est catastrophique. Pourquoi ? Parce que les serres, vous devez pas seulement les construire, mais ensuite vous devez les chauffer. Vous devez faire un apport en engrais et un apport en nutriments très important. Tout ça, ça se produit. Enfin, l'agrochimie, c'est une industrie et ça utilise des intrants. Il n'y a aucune croissance du produit intérieur brut qui est décorrélée de l'utilisation à un moment ou d'une source d'énergie ou d'un matériau naturel. Ce n'est pas un truc qu'on capture dans l'air et quand bien même l'atmosphère... C'est pour ça qu'on a le nucléaire. Ah bah super, parce que le nucléaire, lui aussi, il ne peut exister que basé sur de l'uranium. Je fais l'exercice, il n'y a rien qui est magique. Enfin, quand je vous écoute... Eh ben justement, donc la question c'est de savoir comment on organise cette utilisation beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus planifiée, beaucoup moins gaspilleuse de l'énergie qui est aujourd'hui non renouvelable et des matériaux. Et quel est ce modèle d'organisation de nos sociétés qui fait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et comment on planifie ça ? C'est-à-dire quels horizons on donne et quelles politiques on met en œuvre, y compris, par exemple, en matière de fiscalité. Qu'est-ce qu'on fiscalise plus ou moins ? Une ressource abondante et sous-utilisée encore, c'est le travail. Une ressource surutilisée, c'est l'énergie et qui n'est pas abondante. On peut très bien réfléchir à un autre modèle fiscal puisque la politique publique a 3 outils pour agir. 1, la législation, la réglementation, ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Donc on peut interdire un certain nombre d'éléments ou en autoriser d'autres. 2, la fiscalité. Comment on utilise l'outil fiscal pour orienter une société vers moins d'inégalités, mais ce n'est pas notre débat d'aujourd'hui par exemple, mais ça peut être aussi vers moins de recours à un certain nombre de biens qui sont périssables ou qui sont rares. Et 3e chose, la commande publique. C'est-à-dire dans quoi on investit. Qu'est-ce qu'on choisit de construire ? Plutôt des autoroutes ou plutôt des transports en commun, si je veux être un peu caricatural pour faire plaisir. Oui, parce que là c'est un peu caricatural par rapport à tout le public, c'est trop caricatural, on ne peut pas dire ça. Vous aviez du crédit jusque-là, mais là ça va pas. L'alternative tient pas. Je pense que le public est bien plus intelligent que ce qu'on croit. Je pense que les citoyens aujourd'hui ont bien davantage compris les enjeux auxquels nous faisons face. Et ces enjeux-là, si on les organise, c'est-à-dire si on ne laisse pas et qu'on n'attend pas la catastrophe avec un C majuscule, je ne crois pas à la catastrophe ni à l'effondrement. Je pense qu'en revanche, nos sociétés vivront des moments de tension extrêmement violentes parce que nous ferons face à des catastrophes naturelles, localisées, mais beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus intenses. C'est ça le scénario que prévoit le GIEC et ils ne se sont pas trompés depuis 1990. Et donc, mon plaidoyer est pour refuser la fatalité de cet horizon-là. Et justement d'essayer de déconstruire pour le coup une sorte de représentation finalement un peu naïve et un peu enfantine de mais non ça peut pas nous arriver, on est trop fort, on va s'en sortir en se cachant les yeux. Je dis maintenant nous savons ce à quoi nous devons faire face, on est intelligent et l'espèce humaine est sans doute l'espèce qui est la plus grande capacité à l'optimisation sous contrainte, c'est-à-dire de dire bah voilà, ça on peut le faire, ça on peut le faire, ça on peut pas le faire, et ben on trouve le chemin. Et les entreprises sont tout à fait capables de le faire. Mais ça veut dire aussi qu'en matière de travaux publics, qu'en matière de chantier, qu'en matière d'infrastructure, il faut se dire c'est quoi une France bas carbone ? De façon plus générale, c'est quoi une Europe bas carbone ? Et de donner l'horizon, de s'y tenir. Et dans cet espace-là, je suis convaincue que les entreprises auront la capacité de mettre en œuvre un modèle qui sera un modèle soutenable. Je ne dis pas que ce sera un modèle qui rapportera plus d'argent, mais qui permettra à tous de travailler, qui permettra de se projeter dans l'avenir, d'investir dans les bons choix d'investissement, parce que, y compris votre machine qui détruit les cailloux, qui a une bonne chance quand même d'être fabriquée ou en Allemagne ou en Chine, elle utilise du pétrole pour fonctionner, encore aujourd'hui. Elle ne fonctionne pas au solaire. En revanche, est-ce qu'on pourra toujours voler ? Je pense qu'il faut effectivement travailler sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre des avions et se dire que tout ce qui peut être fait autrement qu'en avion doit être fait autrement, mais continuer à laisser travailler ceux qui, par exemple, ont réussi à faire le tour du monde dans un avion solaire. Est-ce qu'un jour on arrivera à faire voler des dizaines de personnes ou des centaines de personnes dans un avion solaire ? Je ne sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est que Blériot, quand il avait des ailes en papier, on n'était pas sûr qu'on arriverait à faire des A380. Donc je suis
de ceux qui considèrent qu'en plus, s'il arrive un jour, parce que la recherche arrive à travailler sur une séquestration du CO2 qui permet technologiquement de limiter les émissions de gaz à effet de serre, formidable. Je ne dis absolument pas qu'il faut que nous revenions à des technologies ou à des modes de fonctionnement d'il y a 150 ans, qui d'ailleurs n'étaient pas forcément bonnes pour la planète, mais qu'il faut que nous soyons conscients que le modèle qui est le nôtre, qui est un modèle extrêmement consommateur, et notamment dans nos pays du Nord, je le rappelle, hein, les 10% les plus riches de la planète émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que nous faisons partie de ces 10%. Ce que ça veut dire aussi, c'est que si nous agissons, nous, ici, nous avons une clé d'action bien plus importante que les Nigérians qui font beaucoup d'enfants, parce que normalement, vous devriez enchaîner là-dessus. C'est bien plus utile d'agir ici, dans notre industrie, sur nos infrastructures, sur notre modèle économique, ici et aux États-Unis évidemment, mais en Chine aussi. Et permettez-moi de vous dire que les Chinois, eux, ont bien compris. Parce que, et je m'arrêterai là, un des scénarios les plus dévastateurs du dérèglement climatique, c'est de créer sur la planète des espaces inhabitables pour l'homme. Ça n'existe pas aujourd'hui. Vous pouvez aller dans des zones très chaudes, à partir du moment où elles sont sèches. Il suffit de vous hydrater, de vous protéger un peu de la chaleur, vous réussissez à survivre. Vous pouvez aller dans des zones très froides, on peut aller dans les pôles, en se protégeant, on arrive à survivre. Mais il y a une conjonction qui est impossible à supporter pour l'être humain, pour notre espèce. C'est comme si vous sortez un poisson hors de l'eau, il ne peut pas survivre. Nous, si vous nous mettez dans une atmosphère très chaude et très humide, on ne peut pas survivre. Pourquoi ? Parce que notre manière de réguler la température, c'est de transpirer. Si l'atmosphère est trop humide, vous ne pouvez pas transpirer et donc vous ne pouvez pas survivre, nulle part. Et quelle est une des zones du territoire mondial qui est menacée par cette conjonction de phénomènes ? C'est la plaine de Pékin. Donc autant vous dire, et par ailleurs, la différence entre les Chinois et nous, c'est que le jour où ils vont décider de basculer vers ce modèle, ce qu'ils sont déjà commencé à étudier, ils basculeront très très vite et nous serons absolument désalignés. C'est exactement ce qui nous arrive avec ce qui se passe au Portugal, qui est en train de passer vers un horizon 100% production d'électricité renouvelable, avec le Danemark, et nous sommes aujourd'hui très très en retard. Donc je plaide aussi pour mon propre pays. C'est votre mot de la fin. Voilà, c'est mon mot de la fin, pardon, mais je pourrais parler très longtemps. Mais oui, ça on sait. Un mot là-dessus, Luc et puis on va Ferry. peut-être laisser là. Voilà. Moi, je regarde par exemple ce que dit Jean Covici, avec qui, en effet, on devait discuter aussi ce matin, donc, qui se définit comme décroissant, pro-nucléaire. C'est intéressant. Pourquoi il est pro-nucléaire ? Parce qu'il dit, voilà, pour l'instant, avec la croissance des pays industrialisés, la seule énergie qui soit décarbonée, qui décarbone l'industrie, c'est le nucléaire. Et avec l'électrification, comme je disais tout à l'heure, des usines et des cuisines. Les éoliennes, c'est une catastrophe. Donc il est totalement anti-renouvelable, alors qu'il est vraiment écolo militant pour la décroissance. Il est totalement hostile aux éoliennes. Lisez, pardon, je suis obligé de vous renvoyer un peu à des textes qui sont un peu difficiles à trouver, mais il y a une étude de l'université de Melbourne en 2014 qui montre que les éoliennes, il n'y a rien de plus polluant au monde. Et en même temps, la Norvège est en train de lancer un énorme projet. Et là, c'est nous aussi, 15 000 éoliennes de plus, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que ça bousille les paysages, ça bousille la nature, ça bousille aussi... on en a dans Là, vous parlez sur le plan esthétique. Mais ça tue les oiseaux et c'est bourré de terres rares. 40% des éoliennes offshore sont bourrées de terres rares. Et donc les terres rares, les métaux rares, les 17 métaux rares, c'est ce qu'il y a de plus polluant au monde à extraire. C'est pour ça que c'est extrait en Chine. Donc c'est une catastrophe, les éoliennes. Personne ne sait... D'ailleurs, Jean Covici dit, mais c'est de la blague. Le seul renouvelable qui tient la route, c'est le solaire. Mais le reste, c'est de la blague. Et donc, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe en Allemagne. Au fond, la France a fait le choix du nucléaire, comme vous savez, et de l'électrification, parce que c'est le seul moyen d'avoir de la croissance décarbonée. L'Allemagne a fait le choix des renouvelables, sous la pression des écologistes. Mme Merkel, à mon avis, c'est la seule erreur qu'elle ait faite d'ailleurs dans sa carrière, c'est d'écouter les écologistes là-dessus. Elle a fait des renouvelables à fond. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le gaz russe est indispensable à la vie de l'Allemagne. On va arrêter le pipeline Nord Stream 2. Très bien pour emmerder Poutine, parfait. Qui ça réjouit dans le monde ? Eh bien, le gaz de schiste américain. Biden est fou de joie parce qu'il va vendre à toute l'Europe, il va vendre à l'Allemagne en particulier des excédents de gaz de schiste transformés en liquide qui vont alors là être hyper polluants à la fois comme extraction mais aussi comme transport. On va lancer plus de méthanisateurs. Donc le choix des renouvelables en Allemagne a été une catastrophe absolue. Moi j'ai ce débat avec mon camarade Danny Cohn-Bendit et même Jean Covici le reconnaît. Donc, pour conclure, si on veut décarboner l'industrie, en tout cas pour les 20 ou 30 ans qui viennent, la seule solution, c'est
heureusement qu'on a choisi ça, c'est le nucléaire et l'électrification. Il n'y en a pas d'autre pour l'instant. Le reste, c'est une catastrophe absolue. En Allemagne, moi j'ai fait mes études en Allemagne, au mois de janvier-février, il fait un froid de canard, eh bien, ils sont obligés de faire importer le gaz russe. Et le premier pipeline russe, Nord Stream 1 de Gazprom, il continue à fonctionner. Donc on arrête le 2 pour faire bien, et pour essayer d'emmerder Poutine, mais le premier continue à fonctionner parce que sans ce gaz russe, l'Allemagne est fichue. Donc voyez, vous concluez donc c'est plus pas sur sérieux, l'énergie ce que sur un modèle de société. Mais évidemment, non, modèle de société par ailleurs, évidemment. Je suis sur le plan anthropologique et philosophique absolument pour la perfectibilité infinie, l'éducation tout au long de la vie, pour une société d'innovation permanente que la décroissance tuerait immédiatement. Donc évidemment que sur le plan philosophique, je suis pour la croissance. Ce qui est intéressant par rapport à vos deux discours, c'est que ça rebondit aussi par rapport à Jean-Marc Jancovici, vous faites référence à lui. Ah ben oui. Il faut savoir que la Fédération nationale des travaux publics qui nous accueille aujourd'hui a donc fait appel à lui et à Carbone 4 pour créer tout un état des lieux de la profession et de la pollution émise en gros par la pollution, à la fois sur l'acte de construire et sur les usages qui sont liés aux infrastructures. Et donc ce qu'il en ressort, il y a 2 scénarios qui sont totalement bien décrits par vos 2 prises de position. Il y en a un qui est totalement pro-techno, tel que vous le défendez dans la façon dont vous parlez, et un qui est beaucoup plus dans une réflexion de société sobre. Et donc par rapport à ces 2 scénarios, c'est ainsi qu'il y a un panel de propositions et de solutions qui sont envisagées dans la façon pour le secteur des travaux publics de rebondir. Est-ce qu'il y a une question ? S'il y a une question, on la prend et elle est bienvenue. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas se dire ah, j'aimerais la poser, mais finalement je ne la pose pas, j'attends d'être la deuxième et tout ça. Merci beaucoup. À vous, une question. S'il vous plaît, si vous voulez bien vous présenter. Oui. Bonjour, Henri Lambrière. Je Bonjour. travaille pas mal dans le domaine de l'exportation et des investissements à l'étranger. On a tout à fait raison de faire tout ce qu'on doit faire pour réduire les gaz à effet de serre en Europe. J'ai aucune question. Pour ça, on a un cadre qui est la taxonomie européenne. Est-ce que la taxonomie européenne est un modèle qu'on doit imposer aux pays d'Afrique ? Je vous donnerai 2 exemples. La taxonomie européenne, elle nous dit que, par exemple, pour produire de l'eau en Europe, il faut réduire nos émissions de 20% par mètre cube d'eau produite. Si on fait un système neuf, donc on peut passer de 100 à 80. Pour faire la même chose en Afrique, il faut être à 50 d'entrée de jeu. Donc on demande des systèmes plus coûteux aux Maliens qu'aux Ukrainiens. Malheureusement, j'ai un projet en Ukraine, moi, il est un peu dans l'eau. Mais on demande plus d'efforts aux Africains qu'aux Européens. Est-ce que c'est normal ? Deuxièmement, on voit que dans le pétrole et le gaz, on a dit qu'on n'allait plus rien financer. Qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Ils sont en train de créer une banque de développement qui va le faire. Parce qu'ils disent, si les Européens ne vont pas le faire, on va le faire. Soit entre nous, soit avec les Chinois et les Indiens. Est-ce que c'est normal ? Oui, non. Alors, premier point, je pense que c'est pour ça qu'il y a le fonds vert, normalement. C'est-à-dire que l'idée n'est pas que les pays qui aujourd'hui sont dans des niveaux d'émissions bien inférieurs aux nôtres embrayent sur le même scénario. Sinon, on va accroître les problèmes. Donc, normalement, la capacité que nous avons à faire du transfert de technologie et à financer des projets qui sont des projets beaucoup moins impactants en carbone font partie d'un engagement qui, je rappelle, n'était même pas un engagement de l'accord de Paris, mais un engagement de Copenhague, et pour lequel nos pays du Nord n'ont pas du tout tenu ces engagements. Donc, est-ce qu'il faut mettre en œuvre des projets qui sont des projets qu'on ne mettrait plus en œuvre chez nous dans les pays africains? Je ne pense pas. Ensuite, sur la question du pétrole et du gaz, on n'a pas le temps d'avoir un débat géopolitique sur le sujet. Mais je crois vraiment, et d'ailleurs les choses sont intéressantes parce que ces questions sont posées aussi dans des pays du Sud. Au Sénégal, il y a une mobilisation qui est une mobilisation très forte aussi contre la réalisation de nouvelles usines productrices d'électricité au pétrole, parce que si vous allez au Sénégal, la côte du Sénégal est en train de s'effondrer parce que le niveau de l'océan a grignoté de manière extrêmement importante. Je pourrais enchaîner sur les catastrophes écologiques qui sont déjà en cours dans la zone sahélienne. Donc je pense que le débat est intéressant parce que justement il y a une volonté d'une grande partie de la société civile et de certains dirigeants africains de ne pas reproduire ces erreurs-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un goût pour l'investissement ailleurs, mais ce scénario dont je parle, c'est un scénario qui évidemment limite de manière drastique le recours aux fossiles et qu'il faut le seul horizon pertinent est de laisser les fossiles dans le sol, qu'on peut travailler sur un gaz de transition, notamment via la méthanisation, sans culture dédiée. Enfin, ces scénarios-là, ils commencent à être vraiment robustes. Ils étaient totalement considérés comme farfelus. Ils le sont de moins en moins. Et juste un tout petit mot sur le nucléaire, pardon, mais les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'agriculture, c'est le bâtiment et les transports.
Et donc, ça n'est pas la source de production de l'électricité. Et une grande partie de ce secteur, et notamment le secteur agricole, même si ce n'est pas le sujet du jour, ne va pas être électrifié. Donc je pense qu'il faut vraiment être en capacité de se dire que résumer le débat à un débat de technologie est un débat erroné. Pour nous, la question, c'est vraiment celle d'un modèle qui est un modèle aussi plus résilient, et y compris qui travaille à l'adaptation. On parle de la limitation des émissions, mais je veux le dire, et en particulier devant un auditoire comme le vôtre, s'adapter aux 1,5 degré, 2 degrés qui sont devant nous va être un enjeu considérable, qui est encore aujourd'hui pas mesuré, parce qu'on est un peu dans le déni. Voilà, je vais donc m'en arrêter là, parce qu'en plus, je dois vous quitter, mais c'est un débat qu'on pourrait poursuivre longtemps. Et puis nous, on va continuer avec un nouveau débat justement sur les transports et la mobilité. Je crois que Luc Ferry veut le dernier mot, et je non, m'en voudrais pas le dernier mot. Je dis simplement que l'Europe vient de classer le nucléaire comme énergie verte. C'est pas inintéressant. Absolument. Il va y avoir d'ailleurs tout à l'heure Patrick Pouyanné qui viendra parler d'énergie. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour parler justement du sujet des transports et des émissions de gaz à effet de serre liées au transport et l'évolution des infrastructures pour envisager les nouveaux usages. Et puis on parlera aussi du réchauffement climatique tout à l'heure avec Jean-Louis Etienne et Cyril Dion. Donc j'espère que vous reviendrez à de nombreuses tables. Merci à vous tous.